Coralie Piton, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la directrice de la stratégie et du livre à la FNAC. Première question, pourquoi un acteur comme la FNAC se lance sur le digital et quelles sont vos ambitions? Alors en fait, c'est extrêmement naturel pour la FNAC de se lancer sur le digital. D'abord, c'est pas tout récent. On en parle là parce que la FNAC a lancé officiellement il y a une dizaine de jours son offre FNAC Play dans la vidéo digitale, mais en réalité, elle a entamé ce mouvement déjà en 2018 en se lançant dans le livre digital et en lançant Jukebox, son offre de musique en streaming également digitale, il y a 18 mois. Donc c'est un mouvement qui est assez naturel parce que si on y réfléchit bien, pendant des années, le marché était structuré en deux mondes assez étanches. Il y avait le monde qui répondait à un besoin hyper pratique de consommation immédiate de contenu, notamment audiovisuel. On se mettait devant sa télé et on regardait ce que la chaîne avait à proposer. Puis il y avait le monde où on avait plutôt envie de consommer ce qu'on voulait, quand on le voulait, et on achetait un DVD. Ce monde-là, il est révolu. Enfin, il n'est pas complètement révolu puisque ces deux offres existent encore et sont consommées majoritairement par les clients. Mais le digital a changé la donne en rendant la frontière beaucoup plus poreuse entre ces deux mondes-là. Donc les chaînes de télévision elles-mêmes se sont mises à délinéariser leur contenu et à proposer le service à la demande qui était auparavant réservé à l'usage DVD. Et nous, en tant que distributeurs, on a entamé une digitalisation des supports et de la vente de ces supports dans les toutes dernières années. Donc finalement, c'est naturel pour vous de continuer et de prendre votre place. On va dire que c'est la suite logique des métiers qu'on exerce depuis des dizaines d'années, puisqu'on on a été pendant longtemps, on est toujours premier distributeur de livres, de CD et de DVD. Et que ces filières-là sont encore par ailleurs largement physiques, puisque plus de la moitié de la valeur de ces marchés réside encore dans la vente de supports physiques. Donc on bénéficie encore, on va dire, de ce tremplin qu'est la vente de produits physiques pour se lancer désormais dans la bataille du digital. Alors comment est-ce qu'actuellement vous réfléchissez à trouver parce qu'en fait c'est ça finalement le but, c'est de trouver un modèle viable et qui permette également de préserver la valeur. Comment est-ce que vous réfléchissez à tout ça? Alors, ce qui est très important pour nous, en effet, et encore une fois, on est bien placé pour le savoir, parce que ça fait des années qu'on distribue des biens culturels en grand nombre, c'est qu'il faut trouver des modèles qui préservent la création et la capacité de création des ayants droit, quels qu'ils soient, pour les trois produits culturels que je viens d'évoquer. Il y a un certain nombre de standards qui ont déjà été on va dire, mis en place par d'autres acteurs, soit des acteurs de l'industrie, soit des acteurs digital natifs, on va dire. Je ne vais pas revenir sur la manière dont l'industrie de la musique a perdu beaucoup de valeur ces dernières années. Aujourd'hui, les offres de streaming illimité ont trouvé leur public, mais peinent également à être valorisées, peinent à être payées par le consommateur final. Souvent, c'est un marché qui est très intermédié et qui est finalement payé, financé par des opérateurs de téléphonie. Dans la vidéo, on n'est pas tout à fait dans la même logique. Les standards sont assez multiples. Ils correspondent aussi à notre fameuse chronologie des médias à la française. On trouve de la vente en téléchargement définitif ou en location, mais également des modèles illimités. Chacun ayant un impact différent, évidemment, sur l'amont de la chaîne. Et puis sur le livre, c'est encore différent. Par ailleurs, la France, on va dire, apporte sa petite couche, sa petite exception culturelle, puisque avec la loi sur le prix unique du livre, il est difficile d'envisager une symétrie radicale dans les modèles d'abonnement illimité qu'on trouve sur la musique et de les appliquer au livre. Donc on réfléchit en partant vraiment des besoins des consommateurs, de la fréquence de leur usage, de la valeur qu'ils sont prêts à mettre aujourd'hui dans ces biens culturels, et on essaye de composer des offres qui correspondent à ces usages-là et pas forcément de sacrifier trop de valeur d'emblée pour, on va dire, ratisser le plus large possible. Beaucoup de questions en ce moment. Le modèle de prescription a énormément changé. Comment est-ce que vous vous y prenez pour réinventer finalement la recommandation à l'heure du digital? Alors, la prescription, elle a changé, mais elle est toujours absolument clé. Je dirais qu'elle est d'autant plus importante, d'autant plus valorisée par les clients que la digitalisation des contenus s'est accompagnée d'un foisonnement d'offres. Autant les clients valorisent l'hyper-choix, oui. Ils sont heureux de pouvoir choisir eux-mêmes et de ne pas se voir imposer un programme ou un morceau de musique ou un livre, autant
ils ont besoin d'être accompagnés parce que ça peut être angoissant finalement d'aller choisir choix. le bon contenu qui va leur ressembler dans un foisonnement d'offres. Donc ce besoin de recommandation est absolument clé. Alors ce qu'on a observé, et ce sur quoi tous les acteurs travaillent, hein, y compris nous évidemment, c'est l'émergence d'une recommandation algorithmique qui est très efficace, qui fait correspondre à certains achats, des achats associés ou à certains parcours d'achat des achats associés. C'est le modèle qu'Amazon a mis en place, hein, que chacun, ou Netflix aussi évidemment, que chacun essaye de reproduire avec sa petite patte. Donc ça, il n'est pas toujours adapté. Alors, il est généralement adapté, mais il n'est pas toujours très segmenté. Oui. Voilà. Ce qui manque en fait à ce modèle-là, qui est un peu froid, on va dire, c'est la curation. Ce qu'on appelle la curation, c'est vraiment la recommandation du curateur. C'est celui qui choisit, qui sélectionne, pas forcément sur une base statistique avérée, puisque parfois on parle d'un bien culturel qui n'est pas encore sorti, ou qui est tout juste sorti, qui n'a pas encore rencontré son public, mais qui va être recommandé par le curateur, qui va être mis entre les mains du lecteur ou du public, et qui va former une autre forme de recommandation. Ça, c'est le modèle traditionnel aussi de la Fnac, hein, avec le vendeur en magasin, qui est aussi un expert du contenu, et qui place entre les mains de son client le produit qui va lui plaire, même s'il n'est pas encore très connu. Mais ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est l'émergence d'une autre forme de recommandation, qui est une recommandation moins verticale. Parce que là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est je suis distributeur, je suis le sachant, et d'une manière ou d'une autre, soit parce que je m'y connais, soit parce que je me fonde sur des calculs, je te mets entre les mains quelque chose qui va te plaire. On assiste aujourd'hui en parallèle à cette évolution de la recommandation verticale, à l'émergence d'une recommandation horizontale, qui est celle de la communauté de goût qui m'entoure et en laquelle j'ai confiance pour lire le prochain ouvrage ou pour écouter le prochain morceau. Et donc c'est aussi ça, c'est un des enjeux de la Fnac, hein, c'est d'accompagner l'émergence d'une prescription plus horizontale, plus communautaire, et assez efficace et suffisamment large pour être crédible, et qui permettra d'accompagner, hein, pas de se substituer, mais d'accompagner le modèle de prescription plus traditionnel, qui de toute façon connaît aussi d'autres mutations. Merci beaucoup Coralie Piton. Je vous en prie. Très bon colloque à vous. Merci.